que la maladie dont il a été décédé était une maladie absolument professionnelle, et ce qui explique la condamnation. Donc je crois qu'il faut que nous soyons que nous ayons tous connaissance de ces faits. Aucun d'entre nous ici, bien sûr, n'est directement responsable de ce genre de situation, mais ce dont nous serions responsables, c'est de l'ignorance de ces faits. Donc, l'énergie nucléaire, elle est extrêmement pratique, elle a un aspect très pratique, mais elle a d'autres aspects qu'il ne faut pas se cacher. Donc je continue et je reprends le fil de mon discours, et si vous avez des questions par rapport à ça, j'essaierai au mieux d'y répondre. Alors, je reviens donc au fil de notre histoire et au côté dangereux de l'énergie nucléaire, côté risqué. J'ai juste retenu deux exemples parce qu'ils sont extrêmement parlants. Tchernobyl en 1986, qui aujourd'hui encore, 25 ans plus tard, laisse une région largement dévastée et surtout empêche une production alimentaire sûre dans un rayon au moins de 150 à 150 km autour de l'usine. Plus récemment, que c'était au mois de mars 2011, le 11 mars, Fukushima, que vous avez tous en mémoire. Et par rapport à ça, je voudrais livrer à votre réflexion une parole que j'ai attrapée comme ça, une parole de la sagesse amérindienne. Et je pense que nous devons tous bien réfléchir à ce genre de paroles. Quand l'homme blanc aura coupé tous les arbres et mangé tous les poissons, il s'apercevra qu'il ne peut pas manger de l'argent. Ça a un petit côté naïf, mais c'est pas si naïf que ça. Et je crois que nous devrions tous réfléchir à modifier nos comportements. Il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais il s'agit d'avoir des comportements plus responsables par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos descendants. Alors, nous n'allons pas rester sur des constats négatifs et nous n'allons pas nous complaire à des constats tristes et graves, parce que, après tout ce qui a été dit tout à l'heure, à côté de ce qui a été dit tout à l'heure, et en englobant en partie ce qui a été dit tout à l'heure, des solutions existent pour faire autrement. Et j'ai emprunté des exemples de solutions et surtout un état d'esprit aux auteurs de ce livre, Maximilien Rouer et Anne Gouillon, qui sont deux ingénieurs agronomes. L'un des deux, Maximilien Rouer, il collabore régulièrement à La Tribune, qui n'est pas réputée pour ses opinions gauchistes. Donc voilà, je vous dis ça comme ça en passant. Alors, ces gens-là ont écrit ce livre-là, et ils ont créé un club qui s'appelle Be Citizen, soyons citoyens, et ils développent l'idée de la révolution de l'économie positive. Et nous allons achever cette présentation extrêmement rapide par le schéma qui va terminer. Donc, c'est une affaire qui demande à être bien réfléchie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici habitants du pays du Cotentin. C'est dans ce cadre-là qu'il y a à peu près 10 ans, j'ai rencontré Marie Kirchner et quelques autres personnes que je n'aurais jamais rencontrées si cette institution n'avait pas eu lieu, n'avait pas existé. Et donc, c'est très très bien. C'est encore aujourd'hui ce qui nous rassemble, avec toutes nos divergences, mais avec aussi des points communs. Et cette zone de convergence, ces points communs, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes tous participants et vivants dans le même pays, sur le même territoire. Et nous sommes tous quelque part gardiens de ce territoire. Et aujourd'hui, nous devons absolument bien nous mettre ça dans la tête, quelle que soit notre activité, quelle que soit notre fonction, là où nous sommes. Et je vais retenir simplement deux exemples, parce qu'on pourrait les multiplier à l'infini, mais ce n'est pas la peine. Je vais retenir deux exemples. Le premier, c'est la sécurité des installations nucléaires. Alors, c'est très important parce qu'après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, particulièrement à la suite de Fukushima, nous avons travaillé avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de sincérité les uns et les autres dans ces groupes de travail qu'on appelle les commissions locales d'information. Et une commission locale particulière a été créée dans cette circonstance, que nous appelons le groupe Intercli post-Fukushima, et qui a rassemblé des gens qui ont très différents. Il y avait des gens, des salariés du nucléaire, représentés par leurs syndicats, des industriels, des élus,
et évidemment des représentants associatifs. Je dois à la vérité de dire que les plus constants dans la présence ont été les représentants associatifs, quels qu'ils soient, y compris M. Jean-Paul Martin, que je salue avec beaucoup d'amitié, parce que, bien que nous n'ayons pas les mêmes idées, nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je vous remercie pour la dernière phrase. Voilà. Et donc, M. Martin est aussi président d'une association pour sauver le climat, développant le nucléaire. C'est pas tout à fait ce titre-là, mais l'idée est celle-là. On est d'accord? On est d'accord sur le fait que je ne suis pas président, mais représentant. Voilà, le représentant. Et l'association s'appelle l'Association des écologistes pour le nucléaire. Voilà. Vous voyez comme c'est varié, et c'est cette diversité qui est tout à fait passionnante à manipuler. Donc, qui que nous soyons, nous devons avoir respect, écoute et tolérance. C'est absolument indispensable, quelle que soit la façon dont nous fonctionnons. Et je voudrais, à cet égard-là, dire quelque chose que mes amis et camarades écologistes ne disent jamais. Je ne sais jamais entendu dire ça. Aujourd'hui, je crois que nous devons prendre conscience que notre sécurité, elle repose très largement sur le sérieux et la conscience des salariés du nucléaire. Et nous leur devons le maximum d'estime. Et je pense que ça doit être dit, répété, et ça me paraît extrêmement important. Après, les choix des industriels, les choix politiques ne nous appartiennent pas. Mais cette estime que nous devons aux salariés du nucléaire, j'insiste énormément là-dessus, parce que c'est pour moi extrêmement important. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, par rapport auquel nous devons travailler tous ensemble, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Ça a été évoqué tout à l'heure par M. Faust, nous y revenons. Et je pense que là, nous pouvons tous, en essayant de ne pas gaspiller l'électricité, en mettant le couvercle sur la casserole quand on fait bouillir l'eau, c'est ce que dit Morgane Gestin, elle a absolument raison, il faut absolument faire ça, en essayant de travailler sur l'isolation de nos lieux de vie, que nous soyons élus ou simples particuliers, nous devons absolument prendre conscience de tout ça. Et ce travail-là est fait et commencé par une organisation qui s'appelle le Plan Climat-Énergie, mais c'est pas à moi d'en parler, ça va être fait plus tard. Donc, je vais terminer en demandant à tout le monde, à chacun, de faire preuve d'inventivité, de souplesse, de transparence sur les coûts environnementaux des productions énergétiques. Et j'ajouterai une petite phrase, que je n'ai pas écrite là, mais que j'ai bien dans la tête. Lorsque 1 euro est dépensé pour les énergies renouvelables, il en est dépensé 10 pour le nucléaire. Et donc, je vous demande de méditer aussi cette réalité, parce qu'il ne faut pas trop s'étonner si les renouvelables ont du mal à démarrer. Voilà, merci de votre attention. À tout à l'heure. La présence dans la salle d'étudiants qui viennent vietnamiens, chinois et indiens qui sont là, donc bienvenue. Et on avait dit qu'on allait donner la parole au pays du Cotentin parce qu'à propos du plan climat-énergie, une énergie importante est celle qu'on ne consomme pas, et donc la maîtrise de l'énergie. Et Morgane Gestin est dans la salle. Voilà, est-ce que c'est... Voilà. Elle va vous parler donc de ce projet. Bonsoir à tous. Bon, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On parlait de technique et de principe, alors là on est vraiment dans le pratico-pratique, donc c'est un petit peu différent. Donc un plan climat énergie territoriale, pour faire court, donc ça concerne déjà le territoire du Cotentin. L'objectif c'est de mettre en place un programme d'action avec l'ensemble des acteurs du territoire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations d'énergie et pour adapter le territoire au changement climatique, puisque sur le principe, même si on réduit considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, il y aura forcément des impacts qui nous concernent également, positifs ou négatifs, tout dépend si on s'adapte correctement, et donc il faut réfléchir à ce que sera notre territoire demain et voilà, adapter le territoire au changement climatique. Donc concrètement, c'est pas une démarche du tout marginale. On arrive à quasiment 600 plans climat en France
Et sur notre territoire, on est 3 plans climat, donc celui du Pays du Cotentin, celui du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, et puis celui de la communauté urbaine de Cherbourg. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur les actions concrètes, peut-être un petit mot. Donc on va essayer de toucher l'ensemble des activités, l'ensemble des acteurs, puisque nous consommons tous de l'énergie, donc nous avons tous des choses à faire dans ce sens-là. Donc on a des actions vers le grand public, vers les habitants. On a mis en place des permanences délocalisées de l'espace info-énergie sur le territoire, qui est un service gratuit de proximité sur un conseil aux particuliers sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie dans l'habitat. Donc ça soit consommation d'énergie, mais également énergie renouvelable. On a lancé dernièrement un défi qui s'appelle Défi Famille Énergie Positive, qui là, et en plus de donner des conseils, c'est de faire changer les comportements au quotidien et donc de passer à l'acte. Ça, c'est un point difficile, c'est-à-dire la prise de conscience, ok, je pense que là maintenant ça fait quelques temps qu'on y est, mais le passage à l'acte est encore difficile. Et puis on a des actions aussi vers les entreprises. Au mois de novembre, on a un atelier d'énergie à DCNS, en collaboration avec DCNS et la CCI, sur comment réduire ses consommations d'énergie dans le process et le bâtiment, par exemple. Voilà, je ne vais pas tout citer, mais on a quasiment 40 actions, donc c'est initié depuis 2010, et puis j'espère pour plusieurs années. Voilà, j'en remercie. Et une charte a été signée avec tous les élus pour le déployer dans toutes les communes. Voilà, ouais, et tout à fait de communes. En fait, c'est quelque chose qui se décline à toutes les échelles. Donc un plan climat, ça existe à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, départementale et à l'échelle des territoires. Et après, on ne peut pas le décliner forcément à l'échelle de toutes les communautés de communes, puisque 37 actions à l'échelle des communautés de communes, c'est difficile, elles n'ont pas toute la compétence. Mais le but, c'est qu'elles puissent se mobiliser à leur échelle, selon leurs compétences et leurs moyens. Donc il y a une convention climat qui est proposée à toutes les communautés de communes pour qu'elles s'engagent à leur échelle envers le plan climat et dans cet objectif-là. Merci. Merci beaucoup. Donc on va commencer ce moment d'échange, peut-être en donnant la parole d'abord aux jeunes, c'est-à-dire lycéens et étudiants, parce qu'après c'est peut-être encore plus difficile d'entrer dans le débat. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Si on peut préciser, en plus je pense que là je vois qu'il y a des jeunes de l'ESIX, donc il y a des spécialistes du nucléaire, peut-être certains des EMR, des enseignants aussi qui travaillent sur les EMR, donc vous aurez quoi poser demain, mais vous pouvez commencer dès ce soir. C'est un vieux qui va se lancer. On n'a pas dit jusqu'à quel âge on était jeune. J'étais après, je suis resté très jeune et très facétieux, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai la chance de faire partie d'une association d'aménagement de la nature, et à ce titre, j'ai participé à des réunions sur le parc de Courseulles. Et M. Bier a présenté des images monopieux des éoliennes de Courseulles, et je voudrais dire à M. Fausse que les milliers de tonnes de béton, il n'en a plus besoin, c'est plus la peine, vous pouvez ranger votre brouette, il n'y a pas un gramme de béton pour supporter les éoliennes de Courseulles. C'est un monopieux qui est enfoncé dans la masse calcaire. C'est un monopieux d'une 50aine de mètres qui sera enfoncé sur 20 mètres. Alors, à moins que les gens du consortium nous racontent des histoires, mais je ne pense pas, je pense qu'il n'y aura pas de béton. Je parlais surtout des éoliennes d'aujourd'hui onshore. Tout à l'heure, ils ont 5000 tonnes de béton parti. Mais écoutez, les éoliennes offshore, ce sera le premier parc français. Il n'y aura pas de béton au pied de ces éoliennes. Par contre, ils y mettront du caillou naturel. Pour effectivement, et nous, en tant qu'aménageurs de la nature, si on peut se définir, on leur a demandé éventuellement de concevoir des trous qui permettraient une sorte d'élevage de poissons. Voilà. Quand vous parlez de rendement, si on parle d'un réacteur nucléaire, on va dire que sa puissance, son énergie, elle est thermique, et que lorsqu'on transforme une énergie thermique en énergie mécanique, on est tenu par le principe de Carnot. Le principe de Carnot, il arrête à 30%. Donc il y a 70% de l'énergie thermique fournie par un réacteur qui chauffe les petits oiseaux. C'est tout, parce qu'on va parler sur les mégawatts qu'ils ont indiqués sont les mégawatts dits électriques, c'est-à-dire puissance électrique.
Quand on émet 600 MW, on tient Non, quand on parle de rendement, si vous parlez du rendement 20% pour une éolienne, moi je dis la transformation d'énergie thermique en énergie mécanique, c'est 30%, principe de Carnot. On réchauffe les fleuves, bon, c'est pas grave. Bon. Sur le solaire, moi j'ai pas le métro, j'ai la tribune de Lausanne. Au week-end de la Pentecôte, je ne fais pas de prosélytisme religieux surtout, mais la tribune de Lausanne disait qu'en Allemagne, le photovoltaïque avait, alors bien sûr, c'était très temporaire, c'était très pointu, mais elle avait fourni l'équivalent de 20 réacteurs de 700 MW sur la journée. J'ai pas non plus la même lecture en ce qui concerne le pic de consommation de cet hiver. L'éolien à 19h a fourni plus de 5% de l'énergie électrique. Voilà. Non, alors là je m'inscris en fond. De toute façon, tout le monde peut aller regarder sur le site, le 1,56% il est écrit. Donc, je peux prendre l'ensemble de l'Assemblée à témoin, c'est clair. On peut discuter après ce que vous voulez, mais ça, sur les chiffres, ça c'est zéro. Tout le monde peut aller voir. Ce que je voulais dire justement, c'est que l'objectif de cet échange n'est surtout pas d'être d'accord entre nous, parce que c'est clair que ça ne pourra pas. Mais l'objectif, c'est justement d'ouvrir l'esprit avec des arguments, d'écouter des positions différentes, et il n'y a pas de problème, on écoute, et c'est ce qui fait la richesse de ce moment. Si on sortait tous en pensant la même chose, ce serait bien triste. Et donc je voulais vous présenter, tu t'es présenté tout à l'heure, donc Nicolas, voilà. Donc nous sommes les modérateurs du débat. Donc merci de poser des questions courtes pour que le maximum de personnes puissent poser des questions. Gisèle, Monsieur Martin... Oh, j'ai pas besoin de métro, j'ai pas une gêne en voix. Une question pour mon ami chemin qui m'a fait l'honneur de me remarquer. J'ai bien noté, entre guillemets, il ne faut pas être ignorant des faits liés à... Merci. C'est ouvert là? Oui. J'ai noté, Madame Duchemin, que vous avez dit qu'il ne faut pas être ignorant des faits liés à l'extraction minière de l'uranium, faute inexcusable, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'extraction du charbon en Chine avec quelques milliers de morts tous les ans, quand ce n'est pas plusieurs dizaines de milliers? Est-ce qu'il faut également l'interdire? C'est pas mieux, c'est pas enfin, vous déplacez le débat, ça change rien. C'est pas, enfin, dans les deux cas, c'est deux solutions, deux mauvaises solutions. Voilà, c'est tout. Hein. Ben, je signale quand même que l'énergie nucléaire, d'après les chiffres de Jacques Foss, c'est 7 à 8% en part mondial, et l'énergie du charbon, c'est à peu près 80%. Donc, mais on sait bien tout ça, mais on sait bien aussi que ça s'arrêtera et qu'il faut envisager d'autres solutions. C'est ça. Simplement envisager d'autres solutions, bravement, avec toutes les difficultés que ça provoque, parce qu'on n'a pas l'esprit tourné dans ce sens-là. N'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure, quand 1 euro est mis enfin, 10 euros pour le nucléaire et 1 euro pour le renouvelable. Je crois que c'est quand même, il faut vraiment avoir ces chiffres-là dans la tête, et le renouvelable est forcément, les renouvelables sont forcément à la traîne, parce que depuis le temps, c'est pas du tout rentré dans les habitudes intellectuelles, et là on est en train peut-être d'ouvrir une nouvelle ère par rapport à ça. C'est très bien aujourd'hui. Mais bon, vous savez bien, on se respecte, mais on n'a pas les mêmes points de vue, et ça fait longtemps que ça dure, et à mon avis, c'est pas vrai que ça changera. Mais vous l'avez dit avec beaucoup d'amour, je le retiens. La deuxième question, c'était à propos de ce qu'a dit M. Xavier Lié. J'ai noté, moi, que le barrage de la Rance, y compris la maintenance, il y a un rendement d'environ 12%. Car la maintenance absorbe énormément de temps d'arrêt pour que ça fonctionne. Alors vous avez cité rapidement pour les hydroliennes 30%. Est-ce que vous êtes sûr de ce chiffre? Parce que... Non. Je ne connais pas bien les chiffres, 1 euro pour 10 euros. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là où le renouvelable par an fournit 11, peu importe l'unité, c'est les térawattheures, le nucléaire fournit 454. Ce qui revient à dire, et je m'en réjouis d'ailleurs, qu'on investit 4 fois plus dans le renouvelable que dans le nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je constate une chose, c'est que lorsque l'on met en présence différents acteurs du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'environnement, on est souvent dans un débat qui est passionné plutôt que rationnel. Et ma question est, existe-t-il une normalisation qui permette
d'évaluer l'empreinte environnementale globale de chaque kilowatt produit. J'entends par empreinte environnementale globale celle qui part de sa conception jusqu'à son démantèlement. Les sources d'énergie sont tellement différenciées que c'est pas facile. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. C'est bien dommage parce que justement, après, les choix sont des choix de société, clairement, mais au moins qu'on puisse avoir des éléments de choix. Quand on parle effectivement, on parle de kilowatts solaires par exemple, on évoque souvent la partie d'exploitation, mais on évoque rarement sa conception ou sa fabrication. Au même titre que quand on parle du mégawatt nucléaire, on dit zéro GES, et pourtant il y a quand même quelques tonnes de gaz à effet de serre qui sont intégrés à la construction, au démantèlement. Voilà, donc on évoque rarement le cycle complet du mégawatt produit ou du kilowatt produit, donc il n'y a pas de norme qui évoque ça, à votre connaissance. C'est trop différencié en fait. Vraiment, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. C'est très difficile. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des débats, parce que selon ce que l'un ou l'autre pense, il va insister sur un aspect et non pas caché, insistera moins sur un autre aspect. Que chaque VRP défende son énergie, c'est une chose. C'est très difficile. Très difficile. On est bien d'accord. Oui, là-dessus, c'est difficile. Ce que je voulais, c'était juste rappeler une évidence, c'est qu'on a la chance sur notre territoire d'être un territoire multi-énergie, avec toutes les énergies qui existent, et je dirais une terre de respect mutuel. Voilà, en termes d'énergie. Et si on peut ajouter quelque chose, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec les acteurs à la fois du monde nucléaire et à la fois du monde des énergies marines renouvelables, donc les nouvelles énergies. Je crois qu'il faut aussi se rendre compte d'une certaine réalité